avoir un cerveau c'est quand même vachement important. C'est ce qu'a dû se dire Phineas Gage le 13 septembre 1848 vers 16h30. Phineas, il travaille sur un chantier de chemin de fer à Cavendish, dans le Vermont, aux États-Unis d'Amérique. Son boulot, c'est d'aller tasser de la dynamite dans les trous de gros rochers. Il a une technique bien rodée. On met de la poudre à canon au fond des trous, on colmate avec du sable pour pas que ça explose tout de suite, et avec un détonateur et une mèche, on fait péter tout ça. Et comme il aime bien les choses optimales, il utilise un outil merveilleux, une barre à mine. 1m10, 6 kg de fer, le tout taillé bien pointu pour rentrer dans les trous, c'est parfait. Et là vous me dites, ça n'a strictement aucun rapport avec le sujet de la vidéo, mais j'y viens. Eh bien c'est qu'en cette journée où Phineas Gage joue de la barre à mine dans les trous d'un rocher, elle va créer une toute petite étincelle qui va enflammer la poudre à canon et faire décoller la barre à mine tel un javelot en ferraille. Par son bord effilé, la barre à mine va rentrer dans la pommette gauche de Phineas, lui exploser une molaire, transpercer son globe oculaire, déchirer le lobe frontal de son cerveau et perforer le haut de son crâne avant de finir sa course dans le ciel, puis de se planter dans le sable 20 mètres plus loin, couverte de sang, de débris humains et d'une fine couche du cerveau de Phineas Gage. Miam. Une histoire dégoûtante d'accident du travail que le droit du travail américain réprouverait mollement. Mais il y a un détail important, c'est que Phineas Gage, malgré la violence du choc, ne meurt pas. Non, son corps initialement agité de convulsions va rapidement se relever, marcher et parler. Une récupération neurologique qui va dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer car il ne garde aucune séquelle de son accident. Enfin, aucune. La seule différence, c'est son comportement. En effet, le contremaître, autrefois gentil et attentionné pour ses proches, va brusquement changer, devenant inconstant, agité, grossier, malpoli, imprévoyant, égoïste. Ses collègues constatent que ses souvenirs et sa mémoire ne sont pas altérés, mais qu'il n'est tout simplement plus Gage. Son médecin écrira d'ailleurs que l'équilibre entre ses facultés intellectuelles et ses propensions animales semble avoir été détruit. Ce qu'on pourrait assimiler à un syndrome frontal associant troubles du comportement, désinhibition, familiarité, distractibilité et impulsivité. La suite de son histoire reste assez mal connue, émaillée par des crises d'épilepsie qui finiront toutefois par mener à son décès prématuré. Et l'existence des troubles comportementaux décrits sur le long terme reste toutefois contestée par certaines publications récentes. Mais elles mettent tout de même en évidence un élément qui aura bientôt son importance, c'est que ce lobe frontal, éclaté par une barre à mine lancée à vive allure, est peut-être une partie du siège de nos émotions et de notre personnalité. C'est ce qui fait de l'accident de Gage la première lobotomie accidentelle, si on peut se permettre le parallèle douteux entre un traumatisme violent et la naissance de la psychochirurgie. Car finalement, c'est quoi la lobotomie ? Alors, vous avez peut-être déjà joué à BioShock Infinite et subi une petite séance d'interrogatoire, torture particulièrement malaisante. Vous avez peut-être vu Sucker Punch, Shutter Island, Vol au-dessus d'un nid de coucou, 3 films dans lesquels d'abominables tortionnaires décident de faire des trous dans le cerveau des gens pour les transformer en légumes. Et si je vous disais qu'il s'agissait d'une pratique médicale et qu'elle a même été très populaire dans certains pays, porteuse d'un immense espoir dans le courant du XXe siècle, au point que l'on parlera parfois de traitement miracle et qu'un de ses chercheurs les plus éminents va remporter un prix Nobel. Mais d'abord, un peu de contexte. On est au 19e siècle et la psychiatrie, c'est pas simple. On sort d'une bataille idéologique assez rude entre conception naturaliste de l'aliénation mentale, il s'agit d'une maladie, d'un problème de santé, et une conception surnaturelle. C'est des sorcières, un châtiment divin, il serait intéressant de brûler ce personnage dans les meilleurs délais. Inutile de dire que ce ne sont pas les supporters des sorcières ou des malédictions qui ont gagné la bataille à la fin. En France, on décide donc après la loi du 30 juin 1838 que chaque département doit se doter d'un asile qui devient le lieu d'internement et de traitement des aliénés. Grâce à Philippe Pinel, le 19e siècle est le siècle de la nosographie, c'est-à-dire qu'on décrit les différentes pathologies psychiatriques et qu'on les classe comme on pourrait le faire pour des papillons. À la suite des travaux d'Antoine Laurent Bayle, l'organogénèse prend une place importante dans la psychiatrie, notamment dans les pays anglo-saxons, avec son fameux traité des maladies du cerveau. Il établit que c'est une lésion cérébrale qui est responsable des symptômes et de l'évolution des malades mentaux. Un concept pas si novateur parce que, quand même,
On n'a pas attendu le 19e siècle pour se dire que c'est globalement dans la tête que ça se passe. Mais ça a eu le mérite de créer la passerelle entre la neuroanatomie de l'époque et la clinique psychiatrique. Cette organogénèse s'oppose à la psychogénèse, qui elle s'attache aux facteurs psychologiques, qui peuvent être à l'origine des maladies mentales, l'éducation, les traitements, les deuils, les tensions émotionnelles, etc. Et dans l'histoire de la psychiatrie, on verra de nombreux mouvements de balancier entre ces deux approches de l'étude des troubles psychiatriques. Pour faire simple, une grande partie de la psychiatrie est étudiée en lien étroit avec la neurologie, mais en ce qui concerne les malades, on préfère les enfermer dans les asiles, afin de les isoler du reste de la société civile. La population de ces asiles était donc très hétéroclite et pouvait regrouper criminels, déficients mentaux, hystériques, épileptiques, syphilitiques et malades mentaux. Et dans le début du XXe siècle, il y a une figure importante qui va se dégager, et c'est Antonio Egas Moniz. Il a une brillante carrière d'intellectuel et de politicien, tour à tour écrivain spécialisé sur le comportement sexuel et ambassadeur du Portugal lors du traité de Versailles de 1919. Un mec qui pèse un peu quand même. Il est également neurologue et psychiatre, et c'est un pionnier de l'angiographie cérébrale, une technique qui permet de visualiser les artères cérébrales au cours d'une radio à l'aide de l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans l'artère carotide. Cela permet d'identifier la région cérébrale où se situe une tumeur, ou de savoir si une artère est bouchée, et cela sans ouvrir la boîte crânienne des malades pour tripatouiller dedans. C'est un peu le papa de l'imagerie, quoi. Et il va d'ailleurs avoir un prix Nobel, mais pas pour ça. En 1935, il se rend en congrès de neurologie à Londres et il assiste à une présentation qui va bouleverser sa réflexion. Un neurophysiologiste de Yale, appelé Fulton, va présenter à l'Assemblée les expériences qu'il réalise sur le cerveau des chimpanzés. Il explique avoir découvert qu'en sectionnant une petite zone du lobe frontal de certains de ces chimpanzés particulièrement agressifs, ceux-ci deviennent dociles, calmes et obéissants. Moniz a donc une idée. Et si on appliquait cette idée à l'homme ? Tout simplement. Il émet l'hypothèse que les patients qui sont psychotiques, dépressifs, anxieux, agités, ont simplement un réseau neuronal avec des connexions anormales, et que les neurones du cortex frontal bombardent leur cerveau d'informations erronées responsables de la maladie. Il propose donc d'isoler le cortex frontal en détruisant l'ensemble des connexions entre le lobe supposé malade et le reste du cerveau du patient, c'est-à-dire la matière blanche. Pour faire très simple, la matière blanche ce sont les axones, c'est-à-dire les connexions qui relient les différentes parties du système nerveux au reste du cerveau. Tandis que la matière grise, appelée cortex cérébral, est composée de corps cellulaires et se situe à la surface du cerveau. D'ailleurs, cortex, ça signifie écorce en latin. Ça sert à rien, mais ça me faisait plaisir de vous le dire. Bref, pour sa première intervention, il choisit une prostituée psychotique de 63 ans. Un mec sympa, quoi. Parce que tant qu'à faire des expériences marrantes, autant le faire avec des gens un peu stigmatisés et pour qui personne ne portera plainte. Et grâce au concours du chirurgien Almeida Lima, c'est le 12 novembre 1935 qu'ils vont percer 2 trous dans son os frontal, et au travers de ces 2 trous, ils pratiquent leur première lobotomie en injectant de l'alcool pur dedans. Alors l'alcool, c'est déjà pas très bon pour les neurones en soirée, mais l'alcool à 90 degrés directement dans la boîte crânienne, ça paraît un poil agressif. Mais le plus incroyable, c'est que cette intervention, elle va fonctionner. Enfin, fonctionner en partie, comme toujours. Déjà parce que la patiente ne décède pas, ce qui est pas mal vu ce qu'on vient de lui faire. Et surtout parce que les symptômes de la psychose disparaissent, ainsi que tous les processus anormaux de sa pensée, c'est-à-dire toutes ces idées délirantes qui perturbent son flux de pensée. Mais la patiente perd dans le procédé quelque chose d'un peu important quand même, le je ne sais quoi qui fait de nous ce que nous sommes, un peu de sa personnalité, quoi. Faut dire qu'il est possible que l'alcool ne soit pas resté gentiment à l'endroit où il a été injecté et qu'il y ait eu un peu de dégâts collatéraux. Bien content de lui, Moniz va tout de même perfectionner sa technique auprès de 19 patients pour gagner en précision. Il utilise désormais un nouvel instrument qui lui permet de couper les fibres nerveuses entre le lobe frontal et le reste du cerveau au travers d'un trou de trépan, c'est-à-dire un bon vieux trou dans le crâne. Il se rend compte que pour que l'efficacité soit vraiment maximale, c'est-à-dire pour que les patients n'aient plus de symptômes d'anxiété, de dépression ou de délire, cette intervention doit être la plus complète possible, et la plus délétère sur les émotions et la personnalité du coup. Mais bon, avoir des émotions, c'est un peu surfait. Cette intervention est désormais appelée leucotomie préfrontale, leucos venant de la matière blanche qui compose les fibres nerveuses, et tomos de couper couteau. Moniz publie les résultats de ses travaux en 1937. Et en toute objectivité, il trouve ses propres résultats préliminaires assez encourageants. En commentaire de ses travaux, il dira « Comme les premières expériences doivent être faites sur des cas considérés comme incurables, ce que nous pouvons altérer dans la vie psychique de ces malades n'aura aucune importance. Ils continueront dans la pire des hypothèses à être des aliénés mentaux. » Eh ben nickel alors.
Rappelons quand même que Moniz ne s'assure pas systématiquement du consentement des patients ou de leurs proches. La notion d'éthique médicale n'existe pas vraiment à l'époque. Et c'est une révolution dans la prise en charge des maladies psychiatriques qui va faire fureur aux États-Unis comme en Europe. Elle permet de stabiliser des maladies incurables et d'améliorer la vie de malades psychiatriques hors de toute ressource thérapeutique. Une véritable avancée dans la compréhension du lien entre la psyché et le cerveau humain dans toute sa complexité. Super les gars, on a un progrès extraordinaire pour la prise en charge des patients les plus désespérés. Je propose qu'on soit très prudent et qu'on n'extrapole pas ces résultats trop vite pour garder un rapport bénéfice-risque favorable. Hein? Pitié? Voilà, ça c'est ce qu'on aurait normalement dû se dire si on était dans une timeline normale, mais dans la nôtre, il y a eu Walter Jackson Freeman. Walter Jackson Freeman est un neurologue, comme Moniz, sans expérience chirurgicale, diplômé de l'université de Yale, chef de service de l'hôpital de Washington. Très inspiré par les travaux de Moniz, il va se passionner pour la psychochirurgie et reprendre la base de ses travaux. Et d'une technique expérimentale de la dernière chance, en voie de développement, on va passer à une toute autre dimension bien plus industrielle. Bourrine. Assistés par le Dr Watts, bien plus qualifié que lui en chirurgie, ils vont commencer à réaliser conjointement des lobotomies. Et à partir de 1942, le duo réalisera 200 lobotomies dont il publiera les résultats. 63% d'amélioration, 24% sans changement et 13% de dégradation de l'état clinique. Sachant qu'ils étaient à la fois opérateurs et évaluateurs, il faudra considérer leurs résultats avec des pincettes. Et non, je ne ferai pas de blague là-dessus. De bons résultats, certes, mais la lobotomie à l'ancienne, c'est quand même pas facile à réaliser à la chaîne. On a besoin d'hospitaliser les gens, d'une anesthésie, d'un minimum d'asepsie, de l'expertise d'un chirurgien qualifié, d'un bloc opératoire, quoi. Autant de contraintes qui en limitent la diffusion. Mais il y a quelque chose qui va transformer cette petite révolution en banger absolu, et c'est la Seconde Guerre mondiale. Parce que les asiles sont à ce moment dans une crise majeure. Déjà, ils ont peu de soins à proposer en premier lieu, la psychiatrie, ça reste le parent pauvre de la médecine. Et on dénombre en 1937 aux États-Unis 400 000 patients répartis dans 480 asiles sur tout le territoire, ce qui est considérable. Les malades sont plus nombreux, plus graves et restent hospitalisés plus longtemps. Et surtout, il y a plein de soldats qui reviennent du front et d'un conflit global particulièrement difficile. Et je sais pas si vous avez notion, mais la guerre, c'est pas exactement le moment où votre santé mentale est à son meilleur. Oh bon! Plus de 1,2 million de soldats sont donc hospitalisés pour des maladies neurologiques et psychiatriques pendant et après la Seconde Guerre mondiale, notamment victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui un état de stress post-traumatique, mais aussi de dépression, de difficultés de réadaptation à la vie normale. On peut donc imaginer que ces milliers de nouveaux malades deviennent une charge supplémentaire et donc un problème de santé publique. Les asiles d'aliénés vont donc chercher une solution pour pouvoir mieux gérer l'affluence. Et ils vont se tourner naturellement vers la lobotomie pour leurs malades les plus difficiles. Vous la sentez venir la connerie ou y a que moi ? Freeman, pendant ce temps-là, prend connaissance des travaux d'Amaro Fiamberti, qui pratique un tout nouvel abord chirurgical. Une version améliorée de la lobotomie, changeant radicalement la méthode chirurgicale afin de la rendre plus accessible. Ce qu'on appelle désormais la lobotomie transorbitale ou lobotomie standard. Mais dis donc, comment ça marche ça, Jamy ? Tout d'abord, on rend le patient inconscient en utilisant des électrochocs. Naturellement, vous pouvez utiliser des anesthésiques, mais c'est plus cher et on n'en trouve pas partout. On utilise ensuite un orbitoclaste pour accéder au cerveau du patient, un bel instrument qui ressemble à un pic à glace. On passe sous la paupière du patient, on crée un petit trou à travers de la voûte de l'orbite sur plusieurs centimètres de profondeur. Afin de transpercer l'os, on peut taper sur l'orbitoclaste avec un petit marteau. Enfin, lorsque le passage est réalisé, vous positionnez votre locotome au niveau du cerveau. Et là, il vous suffit de faire un mouvement de rotation afin de sectionner de la manière la plus complète possible les fibres nerveuses, dans un mouvement d'essuie-glace du plus bel effet. N'hésitez pas à insister sur ce mouvement rotatif pour des lésions bien complètes et un résultat optimal. Merveilleux. Une méthode que Freeman va perfectionner de son côté et qu'il décrira lui-même comme simple, sans danger et rapide. En effet, sa nouvelle technique a certains avantages d'après lui, notamment l'absence de nécessité d'un environnement chirurgical, une facilité et une rapidité d'exécution. Même les plus petits instituts psychiatriques peuvent désormais bénéficier de sa nouvelle technique tout-terrain. Donc je résume, on a d'un côté des asiles saturés, des hospitalisations longues et coûteuses, et de l'autre, un praticien qui propose une technique miracle qui permet de faire cesser tout symptôme et qui vient de développer une technique réalisable sans bloc de chirurgie et sans anesthésie. Ouais, il manquerait plus qu'il fasse du porte-à-porte. Et il va le faire, putain. Et oui, parce que Freeman, en mal de patients à opérer, va décider de s'équiper d'un véritable camping-car et de sillonner l'Amérique avec sa nouvelle lobotomobile. C'est pas pour déconner, ça s'appelle vraiment comme ça. Vous l'aurez compris, Freeman, plus qu'un médecin, devient un véritable promoteur de la lobotomie, qu'il pratique de manière massive. Et on n'est
peut-être un peu moins objectif dans sa pratique quand on devient promoteur d'une technique et qu'on sillonne l'ensemble du territoire pour la pratiquer à grande échelle. Il va donc rencontrer tous les instituts psychiatriques à sa disposition et proposer sa procédure de lobotomie standard à tous les malades pouvant en bénéficier. Et autant vous dire qu'avec Freeman, les indications sont très larges. Elle devient la solution pour tout un tas de problèmes neuropsychiatriques, comprenant pêle-mêle la schizophrénie, la dépression, l'anxiété, l'insomnie, les troubles phobiques, les douleurs chroniques et l'homosexualité. Ouais. Bon, l'histoire du lien entre psychiatrie et homosexualité, c'est un sujet à part entière. On y reviendra un jour. Bref, la lobotomie passe du statut de dernier recours désespéré à solution miracle. Et c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on nous vend un traitement miracle, c'est jamais bon signe. Je me demande vraiment pourquoi. Freeman rencontre brièvement les familles et les patients et réalise la procédure dans la même journée le plus souvent. S'il n'a pas accès à une anesthésie pharmacologique, les électrochocs sont une alternative qu'il trouvera parfaitement acceptable. Freeman n'oppose d'ailleurs aucune véritable contre-indication à la procédure. Tous les patients peuvent en bénéficier sans restriction et même plusieurs fois si nécessaire. Vous l'aurez compris, la lobotomie devient un moyen rapide et à peu de frais de régler le problème de surpopulation des asiles psychiatriques américains. Et c'est d'ailleurs l'argument de vente privilégié de Freeman. La maladie mentale est désormais encore plus simple à gérer qu'une rage de dents, d'après les journaux locaux. Les personnels des asiles sont d'ailleurs étonnés de la relative indifférence des patients ayant bénéficié de la procédure, traduisant une des conséquences du geste, l'apathie. C'est d'ailleurs un des objectifs principaux du procédé, c'est d'assurer qu'à défaut d'obtenir une guérison des processus de pensée parasites, on obtienne au minimum la docilité, le calme et la quiétude du foyer. Watts et Freeman vont réaliser 3600 lobotomies à eux seuls, sur les 50 000 réalisées aux États-Unis au total. Ah, et il a aussi lobotomisé des enfants. Un mec délicieux, on vous avait prévenu. Le succès de Freeman et des promoteurs de la lobotomie ne passe pas inaperçu auprès du grand public et de la presse avec des témoignages de guérison miraculeuse. C'est d'ailleurs en 1949 que Moniz reçoit le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la lobotomie, à un moment où la technique est véritablement à son apogée et à son niveau de diffusion maximale par Freeman et ses pairs. Les résultats de la lobotomie sont clairement à considérer en demi-teinte. On peut résumer en disant que lorsqu'il s'agit des promoteurs qui décrivent l'état psychique de leurs patients, ils ne tarissent pas d'éloges sur l'amélioration constatée en minimisant les effets secondaires qui sont parfois nombreux. Il faut croire que ce lobe frontal qu'on avait tendance à déglinguer pouvait éventuellement servir à quelque chose. Dès les premières années, il existera une opposition importante au sein de la communauté médicale, pointant du doigt notamment le désintérêt pour le devenir de ces patients, les effets secondaires dramatiques en lien avec la perte de leurs affects et des interactions qui faisaient leur humanité. On commence à constater que les récidives sont quand même fréquentes et que le succès n'est pas forcément garanti sur le long terme. Les complications peuvent quant à elles être sérieuses. La diminution des capacités de concentration est systématique et les compétences créatives sont également altérées. Les artistes ne peignent plus, les musiciens ne composent plus et les écrivains n'écrivent plus. Et étant donné le caractère délabrant de la chirurgie, on est quand même sur quelque chose d'assez irréversible. Des conséquences graves, mais qui n'arrivent pas à obscurcir ce que le grand public perçoit comme un comportement extérieur plus stable, un meilleur contrôle des patients et donc un confort supplémentaire pour leurs proches. Il faut aussi comprendre que la pratique de la lobotomie concernait surtout les femmes, 63 à 85% selon les séries, et qu'elles ne bénéficiaient pas à l'époque des mêmes droits que les hommes. On pouvait les interner pour refus de faire le ménage ou lecture de romans par exemple. Ce n'est donc pas du côté des médecins ou de la presse que va arriver le déclin de la lobotomie, mais des médicaments. C'est en 1952 que la pharmacologie va venir au secours de la psychiatrie avec la chlorpromazine, le premier antipsychotique d'invention française. La mise sur le marché de ce médicament transforme le pronostic des personnes souffrant de schizophrénie, parce que les antipsychotiques permettent de traiter les hallucinations et le délire. Et du coup, vous vous retrouvez avec d'un côté une chirurgie possiblement dangereuse et irréversible, et de l'autre un médicament avec des effets réversibles et sans les effets secondaires de la psychochirurgie. Peu après la sortie de la chlorpromazine, la lobotomie va reculer fortement jusqu'à tomber rapidement en désuétude. Et Freeman, il a réalisé sa dernière lobotomie en 1967 et il a tué son patient. Après ça, on lui a dit que c'était quand même mieux s'il arrêtait, il a même été interdit d'exercice pour mieux le convaincre. Il continuera toutefois jusqu'à sa mort à visiter ses malades, convaincu de leur avoir apporté un bienfait certain. Et en France, il est très difficile d'avoir des chiffres précis. On peut retenir que globalement, on a été beaucoup moins fan. Un article de la revue Nature nous livre le chiffre de 1340 patients en France, en Belgique et en Suisse, dont 85% de femmes. Depuis 1980, on considère la lobotomie comme dangereuse et archaïque, un outil dépassé dans la prise en charge des troubles psychiques. C'est donc l'essor des traitements pharmacologiques qui améliorera la prise en charge des pathologies mentales, même s'il reste une petite place pour des traitements non médicamenteux dans des cas graves ou désespérés. Des mecs comme Fulton, Moniz ou Freeman ne se sont concentrés que sur le comportement extérieur des patients, oubliant peut-être que derrière chaque lobotomie, il y a un être humain complexe.
Aujourd'hui, la prise en charge a beaucoup évolué. On détecte et on traite de plus en plus efficacement une grande partie des troubles psychiatriques, en guérissant même parfois et en soulageant les malades le plus souvent de leurs symptômes les plus invalidants. On y associe de plus en plus d'autres acteurs du soin, comme les psychologues, les infirmiers, les assistants sociaux et les patients eux-mêmes. Le plus difficile finalement, ça reste notre perception de la psychiatrie, dont les troubles sont parfois vécus comme honteux par les malades, minimisés par l'entourage, et où l'on tient parfois les patients comme responsables des pathologies qui les affectent. Nous avons tendance à utiliser le lexique de la maladie mentale comme un sceau d'infamie à l'encontre de ceux que l'on rejette, que l'on déteste, que l'on réprouve. Alors que finalement, les malades psychiatriques sont bien plus souvent victimes de maltraitance que bourreaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le sujet me tenait très à cœur et j'espère que vous aurez compris à quel point le sujet est controversé mais passionnant. Je remercie les gens qui m'ont accompagné à l'écriture, à la relecture, à la création de cette vidéo. Je les mentionne ici, vous irez regarder ce qu'ils font, ils sont cool. Je vous incite à me suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé des sorties quand il y en a et à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager parce que l'algorithme il est moyennement sympa avec ce genre de sujet un peu polémique si vous voulez que je puisse vous en proposer encore et encore. On se retrouve vraiment bientôt, à la prochaine. Ciao.